nous allons débuter la table ronde sur la formation avec nos deux partenaires. Avec nos deux partenaires qui sont Julie Arrojo de Objectif pour l'emploi, OPE, qu'on appellera OPE pour des raisons de fluidité du langage, Objectif pour l'emploi, et Marion Dussoulier pour l'association Connaissance. Donc toutes les deux vont venir nous parler de leur approche de la question de la formation dans la reconversion professionnelle. Et on va essayer de faire un tour d'horizon de la question, d'avoir différents points de vue qui vont vous permettre de peut-être éclairer des zones un peu sombres et pour vous d'être en capacité d'envisager des pistes via la formation pour avancer dans votre projet professionnel. Le déroulé de notre table ronde va durer 1 heure. On va déjà découvrir qui sont Objectifs pour l'emploi et Connaissance. Donc, vous allez découvrir qui sont ces deux structures, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent et pourquoi. Et puis, Objectif pour l'emploi ayant un aspect bien orienté sur le numérique, vous allez pouvoir découvrir un peu quels sont les métiers du numérique. En tout cas, on va aborder la question. Puis, après cette phase de présentation des deux structures, on va se poser des questions, s'interroger et donc pouvoir alimenter vos réflexions. Et puis, je vais avoir la joie de faire intervenir 2 personnes qui sont témoins de leur parcours de reconversion et qui vont pouvoir vous raconter ce qu'elles faisaient avant et qu'est-ce qu'elles font maintenant et comment elles ont changé de vie professionnelle. Et puis à la fin, toute fin de cette heure, je vais vous inviter à poser des grandes questions. Pourquoi des grandes questions ? Parce que les femmes, elles ont souvent tendance à dire qu'elles ont une petite question. Donc je vous invite à poser des grandes questions pour qu'on puisse continuer ce débat et surtout répondre à vos interrogations. Donc bienvenue à cette table ronde. Préparez bien vos questions pour la fin. Si jamais j'oublie, ça peut m'arriver. Pensez bien à me dire j'ai une question. Faites-vous connaître, osez. Et puis c'est le moment. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Et puis maintenant on va débuter la table ronde. Et je crois que c'est toi Marion qui commence. Alors voilà. Et si tu veux passer à la slide. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il faut bien que tu le mettes très près. Bonjour à toutes. Donc, Allez, je me mets debout, je préfère parler debout. C'est OK pour toi, Vinciane ? Donc, je suis Marion Dussoulier, je représente aujourd'hui Connaissance, qui est une association lyonnaise qui a été fondée il y a 7 ans maintenant. Ça crachote un peu avec le masque, je vais faire le mieux possible. Alors, cette association basée à Lyon, elle est née du constat de coachs et de personnes travaillant dans les ressources humaines. Elle voyait de plus en plus de personnes arriver chez elle en étant en état de questionnement vraiment important sur leur situation professionnelle, qu'elles soient en poste, en recherche d'emploi ou entrepreneurs d'ailleurs. Et puis, ce groupe a fait le constat que le bilan de compétences pouvait être une solution, mais manquait quand même parfois de certains éléments. Et ils ont décidé de créer un premier parcours qui s'appelle le parcours orientation, dont Flore pourra vous parler ensuite, qui est un bilan qu'on n'appelle pas un bilan de compétences, mais qu'on appelle un bilan de connaissance de soi. L'idée de connaissance, c'est de vous accompagner à aligner qui vous êtes et ce que vous faites professionnellement, et de réduire le plus possible l'écart qui peut exister entre les deux. Donc depuis 7 ans, on a accompagné plus de 600 personnes à trouver ce qu'on appelle la juste place professionnelle. Et puis on a diversifié nos parcours en fonction de votre situation. Donc le parcours orientation, il existe toujours. Il dure 4 voire 5 mois. Et il a la particularité d'associer des ateliers collectifs. Donc vous êtes avec 7 autres personnes, les groupes sont des groupes de 8. Et puis vous allez aller visiter quel a été votre parcours professionnel et votre parcours de vie jusqu'à maintenant, quelles sont vos forces, quels ont été les moments hauts, quels ont été les moments un peu plus bas et pourquoi. Vous allez aller chercher quels sont vos désirs de vie et ce à quoi vous avez envie de contribuer, quels sont vos talents, quels sont aussi, et on insiste beaucoup là-dessus chez Connaissance, quelles sont potentiellement vos fragilités ou vos zones d'ombre et les choses avec lesquelles vous avez besoin de faire la paix pour être hyper aligné avec votre souhait professionnel.
Et le dernier atelier est la présentation de votre nouveau projet professionnel à l'ensemble du groupe. Et ça prend un peu de temps. Donc c'est une formation, à mon sens, dans le sens où on ne va pas acquérir des compétences techniques, mais on va acquérir des connaissances de connaissances de soi. Et puis on va surtout aller acquérir des outils pour continuer ce travail sur soi tout au long de sa vie professionnelle. Entre chaque atelier collectif, il y a un accompagnement avec un coach professionnel qui est certifié, qui connaît très bien le monde de l'entreprise et qui peut vous aider à aller creuser des choses précises de votre parcours, des choses que vous n'auriez pas forcément creusées en atelier avec d'autres personnes. L'objectif de ce parcours, je leur dis, c'est de vous aider à trouver votre juste place professionnelle, que vous soyez salarié en poste, que vous soyez en recherche d'emploi. Et puis on a créé derrière d'autres parcours pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, et je pense que ça peut être le cas de pas mal d'entre vous aujourd'hui dans la salle. Vous avez un projet d'entrepreneuriat, mais il y a des hésitations, il y a potentiellement des barrières, il y a peut-être des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer sur les compétences que vous avez, sur votre âge, sur votre situation financière, etc. Et nous, on a un parcours qui aussi vous aide à faire le point sur ces choses-là, à vous mettre clairement sur quelles sont vos ressources, quels sont vos talents, quels sont les points sur lesquels vous devez faire attention avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on accompagne aussi depuis peu des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont connu un accident de vie ou une maladie qui les a éloignées de l'emploi pendant un moment et qui ont besoin de se repositionner autrement professionnellement et qui ont besoin de faire ce bilan également. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Vous me poserez des questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Et on a un stand en bas si vous avez envie d'avoir plus de détails sur les différents parcours que nous proposons. Donc sur le pôle formation. Oui, aujourd'hui c'est sur le pôle formation. C'est ça ? Oui, parce que Connaissance en fait est aussi un partenaire sur la création d'entreprises. Donc pour celles qui n'ont pas pu suivre la table ronde qui a eu lieu hier après-midi, à laquelle participait Sophie Rosier, qui est cofondatrice de l'association Connaissance. Sachez qu'elle a été filmée, comme celle-ci d'ailleurs, qui est en cours de captation, et qu'elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Donc pour celles qui sont intéressées par la création, il y avait une table ronde qui a duré 1h30. Donc je pense que vous avez beaucoup d'informations que vous pourrez glaner en visionnant ce replay. Merci Marion. Merci. Je t'invite à passer le micro à Julie. Alors Julie, mince. Tiens, je te donne le pouvoir. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas s'il y a des garçons. Non. Bonjour à toutes alors. Moi c'est Julie de Harojo, donc je travaille pour l'association Objectif pour l'emploi. C'est une association régionale basée à Lyon qui existe depuis 25 ans. Faut savoir que du coup, c'est une association qui historiquement a été construite par des ingénieurs. Donc ça a son importance pour la suite, puisque en fait, c'est des personnes qui sont parties d'un constat à la base qu'avoir des diplômes dans le milieu de l'ingénierie, ça ne suffisait pas nécessairement à trouver un travail. Et donc, au début, l'association est partie sur de l'accompagnement de publics diplômés ingénieurs, à les aider à développer leur réseau, tisser des liens, puisqu'on sait bien que la question du réseau dans l'insertion professionnelle compte énormément. Et donc c'est comme ça que s'est créée notre association. Et petit à petit, ce constat s'est élargi à l'ensemble en fait, des formations et des domaines d'activité. Donc on n'accompagne plus uniquement des jeunes ingénieurs diplômés, mais aujourd'hui l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, du Bac+3 au Bac+8. Donc il faut savoir qu'on a une spécificité sur les publics diplômés, qui sont généralement dans les dispositifs traditionnels d'accompagnement, pas forcément toujours bien accompagnés, ou c'est pas toujours très adapté aux personnes qui ont déjà des diplômes. Donc voilà, ça c'est l'identité de l'association. Donc là, vous le voyez, notre mission, c'est de favoriser l'égalité des chances en accompagnant à la fois les choix d'orientation et l'insertion professionnelle. C'est important de bien l'avoir en tête parce que du coup, il y a 2 pôles d'activité au sein de cette association. À la fois un pôle insertion professionnelle, où là, du coup, on est vraiment sur de l'accompagnement vers l'emploi avec un peu des parcours d'accompagnement comme on vient de vous le présenter dans d'autres structures. Donc nous, on a ce qu'on appelle le parcours emploi, qui est un parcours d'accompagnement à la fois avec du collectif et de l'individuel. Donc en collectif, c'est quoi ? C'est des ateliers en fait sur une semaine qui vont avoir lieu avec une dizaine de personnes où vous allez travailler sur votre projet professionnel, bien vous connaître, faire adhérer votre projet avec vos valeurs, être sûr que du coup vous partez dans la bonne direction. Tout ça, vous le faites en collectif avec des gens qui viennent de différents univers.
Et puis ensuite, on a toute une partie individuelle où là, vous êtes en parrainage ou marrainage avec une personne qui vient, si possible, du même secteur d'activité que vous, et puis qui vous accompagne jusqu'à ce que vous trouviez soit une formation, soit un emploi. Donc ça, c'est un accompagnement qui peut durer 3 à 6 mois, tout dépend du temps que vous pouvez avoir besoin. Donc ça, c'est l'accompagnement plutôt classique. Et ensuite, on a plusieurs dispositifs en fonction des thématiques, et notamment des dispositifs d'accompagnement sur les questions de la reconversion, par exemple dans les métiers du numérique. Pourquoi spécifiquement dans les métiers du numérique? Parce que, comme je vous le disais, historiquement, on a été créé par des personnes qui viennent des milieux scientifiques et techniques, donc on a aussi tout un réseau de partenaires, d'experts qui viennent de ces secteurs d'activité-là. Donc on a développé aussi une forme d'expertise sur ces thématiques, sur ces métiers. Et c'est une expertise aussi qui marche sur tout ce qui va être découverte des métiers. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte notamment qu'on connaît beaucoup de métiers, mais ceux uniquement qu'il y a dans notre entourage, ou ceux dont on a déjà entendu parler. Il y a plein de métiers dont on ignore l'existence. Et nous, l'enjeu aussi, c'est de permettre à tout le monde d'avoir connaissance d'un maximum de métiers pour pouvoir après faire les meilleurs choix d'orientation. Donc c'est pour ça que, je vous le disais, on a 2 gros pôles d'activité, un pôle insertion professionnelle, mais aussi un pôle orientation. Et du coup, sur la partie orientation, c'est plutôt de cette partie-là, moi, dont je m'occupe dans l'association. L'enjeu, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser et d'élargir ces choix d'orientation, et notamment en travaillant sur la mixité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 87 familles de métiers, et on s'aperçoit que sur ces 87 familles de métiers, il y a seulement 13 familles qui sont mixtes. Alors, on parle de mixité quand il y a au minimum entre 40 et 60% de femmes et d'hommes. Et donc, ce constat, il veut dire quoi? Il veut dire que quand on est une femme, on ne se projette pas forcément sur autant de métiers qu'un homme peut se projeter. Et on a des freins aussi, où on s'auto-censure parfois, en se disant certains domaines d'activité, c'est pas pour moi. Ou alors, si on ne se le dit pas consciemment, on les envisage tout simplement pas du tout. Et notamment les métiers du numérique, qui souffrent aussi aujourd'hui de beaucoup de méconnaissances. Et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on développe des actions spécifiques, notamment en direction des femmes, pour faire découvrir ces métiers, qui aussi aujourd'hui représentent beaucoup d'opportunités d'emploi. Et donc nous, notre enjeu, il est là, il est de travailler sur la mixité professionnelle, en faisant connaître ces métiers, et en montrant dans quelle mesure, en fonction des parcours, notamment dans des cadres de reconversion, tout ce que vous avez fait auparavant peut être utile dans des nouveaux parcours de vie, dans des nouveaux métiers. Donc voilà, sur cette partie orientation, on a différents dispositifs. À l'origine et historiquement, on travaillait plutôt sur les publics de collège et de lycée, avec des interventions dans les classes, des stages découvertes. Et toutes ces actions qu'on a pu mener depuis une vingtaine d'années, on s'est constitué un réseau de partenaires qui travaillent dans ces domaines. Et de plus en plus, on voyait des gens arriver dans notre association qui voulaient se reconvertir, par exemple, dans les métiers du numérique. Et on n'avait pas forcément d'action spécifique pour ces personnes-là. Et donc on s'est dit, tout le réseau de gens dont on dispose, qui interviennent dans les écoles pour présenter ce qu'ils font, c'est dommage que les personnes qui sont en reconversion ne puissent pas bénéficier de tout ce réseau-là dont on dispose. Donc on a créé des passerelles entre nos 2 pôles d'activité, avec des actions qu'on a lancées il y a 2 ans, qui s'appelle DigiJob, et une action qui s'appelle Women Want Web, qui est toute récente. Et là, donc, c'est des parcours spécifiques où on réunit nos expertises avec les jeunes et nos expertises sur l'insertion professionnelle. Donc, le parcours DigiJob, c'est un parcours de 3 à 6 mois également. Là, on est plutôt sur de la découverte des métiers tout en travaillant sur le projet professionnel. C'est-à-dire que pendant une semaine, il y a des rencontres avec des professionnels de l'entreprise qui viennent présenter leur métier. Il y a des rencontres avec des organismes de formation qui présentent les parcours. Et puis, il y a des ateliers pratiques. Un atelier d'initiation, par exemple, au code, un atelier où on va démonter un ordinateur pour comprendre comment il fonctionne, ce genre de choses. Et puis après, il y a 3 jours complets avec une formatrice en insertion professionnelle avec qui vous pouvez digérer toutes ces informations que vous avez emmagasinées pendant les 3 premiers jours pour ensuite, justement, voir comment vous pouvez l'adapter à votre parcours, à votre passé. Et à l'issue de cet accompagnement collectif, on part aussi sur du parrainage et sur du suivi individuel avec une personne dans le domaine d'activité qui est dans le numérique, du coup. Et c'est des initiatives donc là qui fonctionnent plutôt bien, puisque cet accompagnement à la reconversion dans le numérique, on s'aperçoit que sur les personnes qu'on accompagne, eh bien, toutes vont au bout de leur projet de reconversion. Et pourquoi? Parce qu'aussi on propose du coaching une fois le projet validé, parce qu'il peut y avoir des embûches dans un parcours de reconversion. On peut avoir identifié sa formation
et puis finalement avoir des difficultés à trouver un financement pour enclencher ce projet de formation. Et l'idée, c'est nous de pouvoir continuer à maintenir cette dynamique malgré les différents obstacles qu'il pourrait y avoir. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que ces dispositifs fonctionnent bien, parce qu'on accompagne dans la durée le projet de reconversion. Voilà, et du coup, DigiJob se décline en fait avec un format spécial femmes, avec ce programme qui s'appelle Women Want Well. Alors après, je ne sais pas si ça intéresse certaines personnes dans l'auditoire d'aujourd'hui, mais je vous parle des métiers du numérique. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, de manière générale. Je vais faire très rapide, mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a un chiffre assez frappant. C'est en fait en 2030, 80% des métiers n'existent pas encore. Ça veut dire que dans 10 ans, il y a 80% des métiers dont on ne connaît même pas l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu sur la transformation digitale avec des nouveaux métiers, des nouvelles opportunités dont il faut avoir connaissance et conscience quand on entame notamment un projet de reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, c'est 80 000 postes qui sont non pourvus par an, chaque année sur le domaine du numérique. Faut savoir aussi qu'au niveau du coût du chômage, par conséquent, on est sur des taux qui sont beaucoup plus faibles que dans d'autres secteurs d'activité. Là, on est à 3,8% de chômage. On est aussi dans une région très dynamique sur ces sujets-là, hein. C'est le deuxième pôle numérique de France après l'Île-de-France. Donc, il y a aussi des enjeux au niveau des institutions, sur le financement de formation, sur les infrastructures. On a des campus du numérique. Enfin, c'est quand même assez dynamique dans le domaine. Donc, c'est quand même un secteur d'activité qu'il faut peut-être, en tout cas, envisager ou s'interroger sur en quoi ça consiste. Alors, quand on parle de numérique, souvent, on imagine un ordinateur, une personne derrière qui code avec des cheveux gras, l'image du geek assez stéréotypée. Alors, justement, c'est l'objet aussi un peu de mon propos, c'est de vous dire que le numérique, ce n'est pas que ça. Le numérique, c'est en fait aussi une diversité de métiers dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc là, je vous ai mis un peu les grandes familles des métiers du numérique. Alors oui, il y a la famille des métiers du développement, de la programmation, où là, on est sur des profils, ou en tout cas des métiers où on va vous demander de coder avec de l'algorithmie. Donc on est sur des profils très techniques, d'accord ? En revanche, dans ces métiers, il faut savoir qu'on ne cherche pas des profils de personnes asociales qui ne rentrent pas en interaction avec le monde extérieur. On cherche des profils de personnes qui sont en capacité d'être en compréhension du besoin du client, pour l'adapter, en capacité de travailler en équipe, en mode projet. De plus en plus, on cherche ce type de profil dans le numérique. Et donc justement, des personnes qui sont par exemple dans leur passé, ont eu un parcours dans l'enseignement ou dans les langues. Il faut savoir que le langage informatique, c'est une langue, tout simplement. Donc typiquement, des personnes qui sont à l'aise, qui ont fait de la traduction, qui ont cette logique d'apprentissage d'une langue, peuvent tout à fait s'épanouir dans des métiers comme dans le développement. Donc ça, c'est pas forcément des choses qu'on pourrait envisager quand on a fait des langues auparavant, parce qu'on se dit le numérique, c'est très technique, c'est pas pour moi. Mais voilà, si vous avez un parcours, par exemple, dans les langues, je vous invite à peut-être creuser cette piste. Au-delà des métiers de la programmation et du développement, on a d'autres métiers liés à la transformation digitale. Donc c'est quoi? C'est d'accompagner par exemple une entreprise dans l'évolution de ses outils pour optimiser au mieux le quotidien des collaborateurs, des collaboratrices. Donc ça demande d'avoir un peu de connaissances sur les outils du numérique, mais ça demande aussi d'avoir énormément de pédagogie, d'être en capacité de former, d'accompagner. Donc là, des profils également qui sont peut-être dans l'accompagnement ou dans la gestion de projet peuvent se retrouver dans ce type de métier. Après, on a tous les métiers de la communication, des réseaux sociaux. Donc, il faut savoir qu'en termes d'emploi, c'est les métiers qui recrutent peut-être un peu moins dans le numérique, puisque c'est les métiers qui sont les plus attractifs, on va dire, hein, tout ce qui va être communication digitale, marketing, community management, ce type de métiers, c'est les métiers qui sont les moins en tension dans le secteur du numérique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, si on travaille dans ce domaine d'activité, c'est très difficile de ne pas avoir la casquette digitale quand on s'oriente dans les domaines de la communication. Et puis très rapidement, ensuite, il y a les métiers qui sont liés à la data. Donc la data, ça veut dire quoi? C'est les données, tout simplement. Et donc les données qu'on peut avoir, c'est les données personnelles, mais ça peut être aussi les données qu'on récupère en mettant des capteurs dans des endroits. Donc les personnes aussi qui ont des parcours peut-être dans l'administration, dans la gestion administrative, dans les statistiques, peuvent se retrouver aussi dans l'analyse de données, par exemple, où on recherche beaucoup d'emplois à l'heure actuelle. Et puis la cybersécurité qui sont très liées au métier de la donnée, hein, c'est tout simplement protéger ces données dont on dispose.
Là, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, sauf si ça vous intéresse. Et puis, sur les métiers de l'infrastructure et des réseaux, on est, quand tout simplement le numérique, comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait des réseaux, des infrastructures pour permettre d'avoir tout ce fonctionnement-là. Donc ça, ce sont, par exemple, de la personne qui va installer la fibre optique chez vous jusqu'à la personne qui va gérer un data center ou mettre en place les infrastructures pour avoir, là, on parle de 5G, par exemple. Donc, il y a plein de projets là-dedans. Tout ça pour vous dire quoi? Que le numérique, il y a à la fois des métiers très spécifiques. Donc les métiers, là, par exemple, sur le schéma que vous avez à l'écran, au cœur du premier cercle très foncé, ce sont tous les métiers que je viens de vous présenter, c'est-à-dire les métiers très spécifiques au métier du numérique. Donc le composant, le matériel, les gens qui vont créer vraiment le numérique, les télécommunications, tout ce qui va être infrastructure. Au deuxième volet, ça va être tous les métiers qui, sans le numérique, ne peuvent pas exister. Les jeux vidéo, le e-commerce, toutes les plateformes comme Airbnb, Blablacar, tout ça, ça ne pourrait pas exister sans le numérique, mais ce ne sont pas eux qui créent les ordinateurs, les composantes. Et ensuite, le troisième cercle sont tous les secteurs d'activité. La banque, le tourisme, la santé, l'automobile. En fait, tous les autres secteurs d'activité sont impactés par le numérique. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'à la fois, dans le secteur du numérique, il y a des métiers où on travaille à créer ce numérique au centre, vraiment sur les composants, sur le matériel. Ensuite, il y a les métiers qui sont plus ou moins liés avec une dépendance forte. Mais après, tous les autres métiers sont également impactés par le numérique. Donc, peu importe ce que vous êtes amené à faire, ou ce que vous serez amené à faire en tout cas, dans tous les cas, il y aura un lien de près ou de loin avec les métiers du numérique. Donc, c'est important de l'avoir en tête, parce que si aujourd'hui, voilà, vous ne l'envisagez pas forcément ou nécessairement, ça peut représenter une vraie opportunité ou une vraie compétence supplémentaire pour vous. Donc après, si vous avez des questions plus précises sur le numérique, je pourrais y répondre. J'espère que ça a intéressé certaines personnes. Mais voilà un petit peu. Donc du coup, nous, on est spécialisés quand même sur ces thématiques-là, mais pas que. L'accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aussi des accompagnements tout public. Donc voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si tu veux des questions. Je te rends le truc, ça sera plus simple. Donc vous pouvez retrouver Objectif pour l'emploi sur le pôle formation également. J'ai une question là, parce qu'en fait c'est un choix qu'on a fait d'aborder la question des métiers du numérique, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, les chiffres sont voilà, révélateurs. Les femmes sont très peu engagées dans les métiers du numérique. Parmi vous, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont appris des choses sur ces secteurs d'activité, sur ces potentiels d'évolution professionnelle? Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous avez appris au moins une information sur ces métiers? Ok, on a bien fait. Merci. Maintenant, on va se poser quelques questions pour essayer d'élargir un peu l'échange et puis d'aller peut-être aussi dans plus de détails à certains moments. J'ai une question pour Marion. À quoi ça sert de faire une formation aujourd'hui? C'est une question un peu brute et très très large, mais en fait... quelle est l'utilité de faire une formation et qu'est-ce que c'est une formation? Tout à l'heure, tu nous as présenté le parcours connaissance comme étant une formation. Qu'est-ce qu'on peut qualifier de formation aujourd'hui? Alors, effectivement, je vais répondre avec le prisme de connaissance. Je ne suis pas une spécialiste de la formation au sens large. En tout cas, comme on le voit chez Connaissance, c'est qu'une formation, c'est quelque chose qui vous permet de mieux vous connaître. Et de vraiment définir le projet professionnel qui va vous permettre d'aller vers le plaisir au travail. Donc pour moi, une formation, c'est un parcours, c'est une décision qu'on prend, partant d'un constat où voilà, je ne suis pas hyper bien dans ce que je fais, je ne me sens pas extrêmement bien épanouie, je vais au boulot, mais je ne sais pas très bien quel sens je donne à tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui gratte. Et pour moi, on décide de faire une formation à un moment parce qu'on a envie de transformer quelque chose et de changer cette situation-là. Chez Connaissance, on prend le parti d'aller vers la formation qui va sur la connaissance de soi, mais vous pouvez aussi très bien vous engager dans une formation technique parce que vous savez que c'est ce projet-là que vous voulez développer et que vous êtes extrêmement clair là-dessus. Néanmoins, moi je crois qu'on ne peut pas faire, ça c'est une conviction profonde, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse dans une vie professionnelle, de prendre vraiment un temps de réflexion sur, ok, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait,
Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Combien de temps il me reste à travailler? Comment est-ce que j'ai envie de mettre ces années-là à profit? Qu'est-ce que j'ai accumulé comme force et comme choses qui sont hyper attractives pour un employeur ou qui peuvent être attractives pour mon projet que j'ai envie de faire, qui est mon petit trip à moi, mon petit truc que j'ai envie de me faire pour moi, et comment j'avance là-dedans. Mais pour moi, c'est un vrai cadeau qu'on se fait d'une formation, de prendre le temps de se nourrir d'une manière ou d'une autre, de se nourrir d'une manière technique ou de se nourrir d'une manière plus personnelle sur ce qui est important pour moi d'un point de vue pro, et pas que d'ailleurs. Donc en fait, ça signifie que ce soit l'accompagnement connaissance ou l'accompagnement objectif pour l'emploi, dans les deux cas, la question que vous posez d'abord, c'est quel est votre projet et comment, et avant de partir sur des connaissances ou une formation technique, d'abord de se poser la question, de se recentrer et que ça parte de l'intérieur de soi, avec une validation évidemment dans l'environnement professionnel, mais que ça parte de l'intérieur de soi et qu'il y ait une confiance dans les nouvelles acquisitions de compétences, et là on est dans un autre champ de formation. Donc il y a deux types de formations que vous pouvez envisager, en tout cas d'abord une formation connaissance de soi et une formation après compétences. Donc ça peut être deux temps différents, voire si on connaît très bien son projet et qu'on l'a validé, passer directement à la phase formation plus technique, c'est aussi envisageable. Mais en tout cas, c'est pas forcément aussi direct que je vais choisir une structure qui va me former à des nouveaux métiers qui vont embaucher tout de suite derrière. Parce que de toute façon, la chose la plus importante, et là c'est mon point de vue à moi, c'est que quand vous allez vous présenter devant un poste, pour un poste, devant une équipe qui recrute, que vous soyez en confiance sur les nouvelles acquisitions de compétences que vous venez de faire et qui sont toutes fraîches en fait, quand même. Donc voilà, d'être en capacité aussi de transférer celles que vous avez déjà pour pouvoir renforcer votre projet. Et c'est tout l'intérêt du travail préalable avant d'entrer dans une formation plutôt technique. Est-ce qu'il est nécessaire, et je vous pose la question à toutes les deux, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir déjà quitté son job pour pouvoir commencer une formation? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut faire une formation quand on est encore en poste? Pourquoi? Enfin, dans quel cadre ce serait intéressant? Qui veut commencer? Alors nous, ça nous arrive d'avoir deux types de profils. On a à la fois des personnes qui ont déjà quitté leur poste et qui ont entamé du coup la démarche de manière individuelle en commençant à mûrir un petit peu le projet. Et puis en fait, on s'aperçoit que les idées initiales en arrivant dans la formation d'accompagnement à la reconversion ne sont pas toujours celles qui vont être poursuivies à la fin, puisqu'on n'envisage pas toujours, comme je vous le disais, toutes les options. On ne se rend pas toujours compte qu'on a déjà des compétences qu'on peut transposer dans d'autres domaines, ou alors on pense à certaines compétences techniques très évidentes, mais peut-être moins aux soft skills, donc tout ce qui va être travail en équipe, gestion de projet, la capacité à transmettre, enfin des compétences qui sont plus dans le savoir-être que le savoir-faire technique. Donc on a des profils de personnes qui sont déjà dans une démarche de reconversion sans avoir de poste. Et puis on a aussi des personnes qui, je pense notamment à un profil en particulier où on sait que la situation économique dans l'entreprise va amener à des plans de licenciement, ou alors là avec le contexte sanitaire, peut-être qu'il peut y avoir une incertitude économique dans certains domaines. Et donc ça peut être aussi le moment de se dire, soit c'est parce que je n'ai pas vraiment le choix d'un point de vue financier et donc il faut que je me pose la question, ou alors c'est plutôt rapport au sens. Donc dans les personnes qui sont encore en poste, c'est souvent soit des personnes qui re-questionnent la question du sens dans leur quotidien et vont se dire, aujourd'hui je ne m'épanouis plus, ou j'ai plus forcément envie de me lever pour aller au travail, et donc comment remettre du sens dans ce que je fais à partir de ce que je sais faire. Et donc là ça peut complètement avoir du sens tout en étant encore en poste, de suivre une formation dans ce sens. Et puis à l'inverse, des personnes qui s'épanouissaient peut-être au travail mais qui n'ont pas forcément le choix, vont quand même s'apercevoir que peut-être ils peuvent aussi trouver autre chose de peut-être parfois même plus épanouissant. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas besoin nécessairement de déjà quitter son travail pour entamer ce type de démarche, puisqu'il y a tout un travail, comme on le disait, de connaissance de soi, un travail personnel avant d'entrer en formation. Et donc si jamais vous avez besoin de faire une formation plus technique, ou plus en tout cas en lien avec le métier que vous souhaitez faire par la suite, le temps que vous entriez dans cette formation,
il y a tout un temps de travail personnel que vous pouvez déjà commencer à faire en étant toujours en poste. En tout cas, c'est ce que nous, on constate dans les personnes qu'on accompagne. Ouais, je vais aller dans le même sens que toi, Julie. En fait, si vous êtes en poste, c'est tout à fait possible de démarrer ce parcours de connaissance de soi ou une formation, quelle qu'elle soit, pendant que vous êtes en poste. Je pense qu'il y a des discussions qui peuvent s'enclencher aussi avec les employeurs. Alors, chez Connaissance, quelle que soit la situation, vous êtes en poste, vous êtes en recherche d'emploi depuis longtemps, peu de temps, vous sortez de rupture conventionnelle, ça arrive souvent. Ou vous êtes entrepreneur, vous avez même lancé votre entreprise il y a 2, 3, 5 ans et vous êtes un peu en panne. Ce qui peut arriver à entrepreneur, c'est vraiment pas simple. Nous, on adapte nos parcours en fonction de cette situation-là. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on peut trouver une solution pour vous accompagner. Ça, c'était mon premier message. Et le deuxième message, c'est que si vous êtes en poste et que vous ressentez, vous vous posez les questions que vient de citer Julie, vous avez vraiment plus trop envie d'y aller le matin. Voilà, il y a des choses qui commencent il y a des signaux quand même qui commencent à clignoter chez vous qui vous disent que c'est pas forcément ça l'épanouissement professionnel pour vous. Il y a une discussion qui peut s'enclencher avec votre employeur et ça on le voit aussi, c'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui sont ouverts, c'est la bonne nouvelle, à entendre des salariés se poser des questions et dire voilà, aujourd'hui je me sens plus aussi bien qu'avant dans le job que je fais. J'envisage une mobilité interne dans l'entreprise, c'est possible de changer de poste, mais j'ai besoin que vous m'accompagniez pour me poser les bonnes questions. Et on a des employeurs qui financent des parcours orientation ou qui financent des parcours entreprendre qu'on propose chez Connaissance pour accompagner leurs salariés. Et il y a une vraie discussion qui s'enclenche avec le manager, avec les dirigeants, avec les RH. À la fin du parcours, la personne vient présenter son nouveau projet professionnel et on a des super histoires de personnes qui se repositionnent en interne sur d'autres jobs. L'employeur finance des formations techniques pour la personne puisse se repositionner et elle peut évoluer en interne dans son entreprise. Donc c'est aussi possible et il ne faut surtout pas se priver de présenter cette chose-là à son employeur et de lui demander un support. Yes. Et j'ajoute que si toutefois l'entreprise qui vous emploie est réticente à vous accompagner dans ce chemin, ce qui peut aussi exister, ça arrive aussi, oui. La réalité c'est ça aussi. Alors dans ce cas, je vous invite à justement faire ce parcours d'interrogation et d'introspection pour pouvoir savoir ce que vous voulez faire et d'identification d'une voie pour pouvoir changer. En fait, parce que c'est que l'entreprise qui vous emploie, elle n'est pas forcément dans une posture bienveillante par rapport à votre parcours à vous, et que peut-être que ça va vous user dans le temps, et qu'il est temps justement, s'il y a un frein à cet endroit-là, sur votre évolution personnelle, dans votre cadre professionnel, dans cette entreprise, que vous envisagiez d'aller poursuivre votre parcours professionnel dans d'autres espaces, peut-être plus cohérents avec ce que vous attendez. Mais du coup, il faut commencer maintenant. Il est nécessaire en fait de faire ce chemin-là pour pouvoir trouver la bonne entreprise après. Alors, je vais remettre et pour réafficher. Dans tout le temps, mais voilà. Si j'étais professeuse des écoles ou bien si j'étais assistante de laboratoire, est-ce que je peux devenir du jour au lendemain développeuse web ou bien danseuse contemporaine? Est-ce que je peux faire ça comme ça, là, comme avec une baguette magique? Ou plus exactement, ma question c'est quels sont les processus par lesquels on passe? On a déjà parlé de l'introspection, de la phase de j'identifie que je veux devenir développeuse web ou je veux devenir danseuse contemporaine. Quels sont les accompagnements auxquels dont on peut bénéficier? Quelles sont les étapes? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours? Alors moi, je peux surtout parler de la phase amont, qui est comment est-ce que je décide que là, la bonne voie, c'est d'aller vers, tu disais quoi? Alors, développeuse web, j'ai bien compris, et danseuse contemporaine. Danseuse contemporaine, c'est vachement bien. Oui. Donc, je peux surtout parler de la phase amont qui permet à la personne de se décider. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que tu disais du jour au lendemain, et pour moi, non, c'est vraiment pas du jour au lendemain. C'est un projet qui, quand c'est un changement, un virage aussi important que ça se mûrit, ça se réfléchit, les choses se posent. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai mis du temps à la définir et puis j'ai mis du temps derrière à la mettre en œuvre. Et du temps, c'est 2 ans, 3 ans parfois. Il faut se dire que ça se fait pas d'un coup de baguette magique et c'est pas forcément bien d'aller dans la précipitation parce que parfois on a juste envie de fuir de là où on a envie de changer la situation où on n'est pas d'emploi et on est en recherche. L'idée, c'est pas de prendre et de se précipiter vers ça parce qu'on a très envie de faire ça. C'est vraiment d'y aller pas à pas, d'être pragmatique aussi.
Et on encourage beaucoup les gens à rester les pieds sur terre. Et peut-être que danseuse contemporaine, c'est plutôt une passion et que ce ne sera pas forcément un métier, mais que ça vaut le coup d'allier les deux pour se sentir bien, par contre. Voilà. Et puis ça nécessite peut-être un peu de préparation, parce que danseuse contemporaine, c'est quand même très très physique, donc et développeuse web, ça nécessite aussi de préparation. Et par rapport à son environnement, ma question est comment on porte son projet dans son environnement, avec ses proches, avec son environnement familial. Est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut pas en parler, comment? Et qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que je dois écouter tout ce qu'on me dit? Nous, on a assisté à différents cas de figure, notamment sur les actions DigiJob, où on avait des femmes notamment qui voulaient, par exemple, devenir développeuses web et qui n'osaient pas particulièrement parler de ce projet dans leur entourage parce que sentaient qu'elles ne seraient pas nécessairement soutenues dans cette direction-là. Et donc, nous, ce qu'on proposait, en tout cas, à ces personnes dans ce cas de figure, c'est que quand on a un entourage qui ne soutient pas forcément la démarche, c'est de prendre le temps déjà de bien s'en assurer qu'à titre personnel, nous, on est convaincus de ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où on est persuadé de partir dans la bonne direction, c'est vrai qu'avoir un entourage qui peut soutenir cette dynamique, ça permettra forcément plus facilement de maintenir ce projet dans la durée, parce que comme on le disait, ça se fait pas du jour au lendemain. Même si aujourd'hui, je vous ai dit que les métiers du numérique, ça recrutait, qu'il y avait des métiers en tension, on claque pas des doigts, en 6 mois, on ne devient pas développeuse web, il y a le temps de la formation. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi faire adhérer son entourage et son environnement à ce projet-là. Alors sans forcément peut-être tout dire comme tu disais Vinciane, mais je pense qu'il y a une phase de peut-être d'explication, mais pour expliquer et pouvoir transmettre ce pourquoi on veut partir dans cette voie, il faut être au clair déjà avec soi-même, je pense. Donc il y a peut-être un travail encore une fois très personnel à faire avant de faire adhérer l'entourage, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de questions, notamment quand on part dans des voies complètement opposées. Si on était professeuse et qu'on part dans le développement web, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, ou en tout cas de prime abord, mais je pense qu'aujourd'hui, notamment sur la question des métiers du numérique, il y a quand même une dynamique d'un point de vue de l'emploi qui implique quand même que c'est des projets qui sont assez soutenus dans l'environnement, par exemple, institutionnel plutôt que l'environnement personnel. Si jamais vous décidez de partir sur ce type de projet, je pense que la personne qui vous accompagnera chez Pôle emploi sera ravie quand vous allez lui parler d'une formation dans ce type de projet. Donc après, ça c'est plus... Parce qu'en fait, concrètement, ce soutien de la part des institutions publiques, ça génère quoi dans l'accompagnement pour le projet ? C'est hyper important en fait de sentir quand on va voir par exemple son conseiller ou sa conseillère chez Pôle emploi et qu'on lui parle d'un projet et qu'on va nous dire mais ça c'est pas un métier. Typiquement quand on veut faire de notre métier une passion et qu'en face de nous on a quelqu'un qui nous suit pas dans notre projet, ça peut être hyper démobilisant et décourageant. Donc en face dans l'accompagnement dans ce projet qui en fait implique énormément de bouleversements aussi à titre personnel, où on va se poser beaucoup de questions, d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice en face de nous qui nous soutient, c'est quand même indispensable dans cet accompagnement-là, surtout que en fonction de si vous avez besoin de faire une formation, on n'a pas tous et toute la possibilité de se faire financer à titre individuel la formation, donc on dépend aussi de l'avis parfois d'institutions publiques, et c'est ce qui peut être parfois plus difficile à entendre et accepter dans un projet. Quand nous on a avancé, on sait où on veut aller, mais qu'on a d'autres freins qui ne viennent pas et qui ne dépendent pas de nous, c'est là que les difficultés peuvent apparaître. Donc une institution qui nous accompagne, c'est toujours un plus. D'où l'intérêt peut-être de savoir allier les compétences qu'on avait déjà acquises en amont et de les faire croiser avec une mise en pratique ou une mise en application dans des nouveaux métiers, parce que c'est ceux-là qui seront soutenus et qui seront accompagnés par les institutions, donc vous serez plus confortés dans votre projet. D'où l'intérêt de s'intéresser au métier du numérique. Vraiment, je pense que là, si vous n'avez pas compris, je sais pas, c'est un peu du martèlement, vous enfoncez ça dans le cerveau, mais j'en suis désolée, mais c'est parce que c'est vraiment tellement important et il y a tellement de futur, en fait, il y a tellement d'avenir et c'est tellement accessible à toutes et c'est ce qu'on nous dit pas tous les jours, donc là, vraiment, j'ai envie qu'on insiste un peu là-dessus, même beaucoup. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose quand tu dis est-ce qu'il faut en parler à son entourage et est-ce qu'il faut écouter ce que l'entourage dit. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez fait ce travail de savoir ce qui est bon pour vous et de bien vous connaître,
vous allez être tellement aligné entre votre projet et qui vous êtes que ça va générer une capacité d'entraînement. Et allez voir le conseiller Pôle emploi ou allez voir le manager en lui disant « J'ai fait un parcours qui a duré plusieurs semaines, j'ai réfléchi, j'ai fait un bilan. » Voilà, vous pouvez présenter quelque chose d'écrit, vous pouvez le pitcher en 3 minutes ou vous pouvez le développer un peu plus. Mais c'est quelque part inébranlable, c'est-à-dire que vous avez fait le travail et vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et ça va entraîner les autres. Donc ça va entraîner les institutions et les personnes qui peuvent vous aider. Ça va probablement les encourager à financer, et puis ça va entraîner votre environnement. Et aller rencontrer des personnes de votre entourage en disant « j'ai le projet de faire ça, j'ai commencé à réfléchir à ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. » C'est non seulement bien parce que ça va continuer à vous faire cheminer, et en même temps, ça va faire savoir à votre entourage que vous êtes en train de réfléchir à ça et qu'il peut y avoir des opportunités qu'eux ont dans leur cercle. Et à un moment, ils vont se dire « Ah mais tiens, Vinciane m'a dit qu'elle allait chercher à se développer là-dessus. C'est il y a 3-4 mois, mais là, je lui passe un coup de fil parce que j'ai une opportunité de job. » Donc c'est toujours bon de le faire savoir, même si on est encore en étape de questionnement pour aller chercher du feedback. Si jamais on me dit non mais tu vas pas faire ça, ça te ressemble pas du tout en fait. Tu vas pas faire ce job, c'est pas toi. Enfin non, j'y crois pas une seconde. Alors, ça dépend qui vous dit ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous Une connaît personne bien proche, une personne qui compte. Ce qui est important pour moi, c'est que quand vous... C'est sûr que c'est la période de la reconversion ou de je me sens pas bien dans mon job et j'ai envie de changer. C'est une période où on est très fragile et on peut être très perméable à tout ce que dit l'entourage. Donc l'idée, c'est que l'accompagnement, il doit se faire pour que la personne puisse, en interaction avec d'autres, vraiment se recentrer et aller à l'écoute de qu'est-ce qui est bon pour elle. Et une fois que ça c'est fait, ça vous donne une forme de solidité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit non, franchement, c'est n'importe quoi, tu vas pas faire ça. Mais vous savez au fond, parce que le travail, il n'est pas que dans le mental, il est aussi dans le corporel, il est dans les émotions. Au fond, vous savez que c'est ça que vous avez envie, au moins de tester, d'aller au bout de cette aventure-là pour ne pas avoir de regrets, parce que c'est ça que vous avez envie de faire. Et franchement, je pense que ça donne une force qui empêche l'entourage de faire trop tanguer, en fait, sur ces projets-là. Donc s'ancrer dans son projet avec ses propres valeurs. Et ses envies, ses désirs et ses rêves. Hier, on avait une personne qui témoignait, qui ne pouvait pas être là, mais son parcours était intéressant. C'est qu'en fait, elle avait fait une première formation qui était en compta, il y a très longtemps. Puis après, 10 ans après, elle s'était dit, mais en fait, moi, ce qui me fait vibrer, c'est la cuisine. Donc, elle a fait une formation, elle a fait un CAP cuisine. Et puis, elle a commencé à travailler. Les jobs qu'elle a eus l'ont orientée vers la gestion de restaurant, puis après d'une épicerie, puis après d'autres choses, et puis après d'autres choses, et puis de très loin, et puis plus de cuisine du tout. Et puis, finalement, elle a fait un burn-out. Et puis, 20 ans après, elle revient à la cuisine et voilà, elle est heureuse, quoi. Donc, en fait, ce que je veux aussi dire, c'est que si vous avez un rêve, un petit truc là, un petit grain qui est là quelque part et qui vous revient souvent, écoutez-le. Parce qu'en fait, ça va revenir et c'est votre envie et c'est votre énergie en fait qui pousse et qu'il est nécessaire d'écouter pour pouvoir vous mettre en phase avec vous-même. Donc ça, c'est important. Et après, de le mettre en phase avec votre environnement, votre projet professionnel, la faisabilité, etc. Mais ce grain, il est là, il restera toujours tant que vous ne l'aurez pas entendu, soigné, etc. J'invite à notre première témoine, Flore Laloze, à venir me rejoindre et à prendre le micro. Après, ça aurait suffi. Mais... Allez. Et Flore, si j'ai bien compris, vous êtes passée de marketeuse dans l'industrie à auto-éditrice. C'est ça. Comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pouvez vous avancer un petit peu avec moi, juste devant Marion, tant pis. Voilà, je te cache un peu. Comment on passe de marketeuse dans l'industrie à auto-éditrice? Eh bien, en fait, c'est exactement ce qu'elles ont toutes les deux dit. Moi, j'étais en marketing, donc j'ai toujours été très bonne élève. J'ai fait des études. Donc, suite des études, je suis rentrée avec un CDI dans un grand groupe, un métier qui me plaisait. J'ai évolué. La voie royale. La voie royale. CDI, C'était même tout. au-delà de mes espérances, honnêtement, parce que j'ai eu de la chance. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'avais un métier qui me plaisait, je changeais de périmètre, je changeais de poste, et j'ai fait ça pendant 12 ans. J'ai fait mes enfants, enfin franchement c'était nickel. Et quand on raconte, ben voilà, moi je suis marketing, je fais ça, oh c'est trop bien, enfin c'était super. Et je sais pas pourquoi,
Mais en 2018, j'étais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment à côté de mes pompes. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi qui adorais bosser, j'y allais de plus en plus péniblement. Je n'étais absolument pas satisfaite de ce que je faisais. Et donc, moi, j'étais satisfaite plus je travaillais. Et donc, plus je passais du temps là-dedans. Et c'était vraiment un cercle vicieux. Et du coup, j'ai fait la connaissance de connaissances. Et j'ai dit, écoutez, voilà, moi, je suis en poste. Ça ne va pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, justement, ce parcours d'essayer de comprendre... En fait, ils ont cette image qui, moi, m'a parlé. On a deux courbes comme ça parallèles. Celle du haut, c'est toutes les compétences qu'on va mettre en exergue dans notre travail et qu'on exploite tous les jours. Et puis celle du bas, c'est nous, c'est nos talents, c'est ce qu'on est au plus profond de nous, ce sont nos valeurs, nos racines. Et l'idée, c'est de se dire que plus ces courbes sont éloignées, un peu comme un élastique, plus on va être en tension. Et là, moi, je me dis, mais c'est ça, en fait. Là, je suis en tension parce que ce qu'on me demande, ce n'est pas moi. C'est pas juste pour moi. Et donc, ça m'a aidé à comprendre que il fallait que je change d'environnement, aussi beau soit-il. Et c'est pas une décision facile. C'est-à-dire que le beau ou le bon, l'environnement, là, comme ça, avec certains critères, il était parfait. Mais il me si convenait plus. on est en introspection et qu'on étudie ses propres critères, il peut y avoir un changement de point de vue. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui s'est passé, et c'est exactement ce que vous dites, dire aux gens, en fait, je vais quitter cet endroit-là. Les gens ne comprennent pas. Et vous leur dites, Quitter la cage dorée. Exactement. C'est ce que je leur dis, mais pour moi, c'est une cage dorée, ça m'enferme, je m'exprime pas, je suis pas heureuse, je suis insupportable à la maison, donc on va changer. Et du coup, il y a un an, j'étais ici. Et voilà, comment vous avez changé? Donc j'ai entamé connaissance alors que j'étais encore en poste, et pour moi, c'était important parce que je ne savais pas, donc je ne voulais pas faire des choix non réfléchis, et peut-être que ça pouvait continuer dans cette entreprise. Ça n'a pas été le cas. Mais du coup, j'ai fait ça, j'ai compris que c'était un problème de valeur, donc il fallait que j'aille chercher ailleurs. Je suis venue, là, il y a un an, ici, j'ai fait la connaissance de Première. C'est un incubateur. Donc vous êtes venu au salon professionnel et vous avez rencontré l'incubateur Les Premières. J'ai fait plein de rencontres. Les Premières, c'est un incubateur qui favorise l'innovation au féminin sur Lyon. Et alors, je vais juste corriger l'innovation par les femmes. Par les femmes. Parce que l'innovation, ça n'a rien de féminin ou de masculin, c'est juste les femmes qui font de l'innovation. Mais pas exclusivement, et c'est ça qui me plaisait chez eux, c'est se dire, on va aider les femmes, mais si vous êtes un binôme et qu'il y a un homme, welcome. C'était pas, justement, on reste dans la mixité, et c'est pas le côté Amazon. Donc ça me plaisait aussi, parce que je suis fière d'être femme, mais j'aime beaucoup les hommes aussi, donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai démarré ça en novembre 2019. Donc j'allais pas bien en juillet 2018, j'ai fait connaissance de septembre à février. En novembre 2019, j'ai entamé les premières. Et aussi, grâce au salon... Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du parcours connaissance et l'entrée dans l'incubateur Deux choses. La première, j'ai fait un burn-out. En fait, il était là. Vous l'avez juste confirmé, quoi. Oui, il s'est confirmé à moi. Et ça... Et la deuxième chose, c'est que je suis partie en voyage en famille en Sicile, et ça a été le début de ce projet-là, où j'avais tout préparé, mais au cordeau, et l'idée c'était de se dire, on va se faire plaisir et je vais faire découvrir un endroit culturel à mes enfants. Et quand j'aurais dit, bon alors les garçons, parce que j'ai 3 garçons, qu'est-ce que vous avez retenu de la Sicile? La partie de foot qu'on a faite avec papa, et les glaces qu'on a mangées ensemble, maman. Et là je me suis dit, voilà, encore une fois, t'es à côté de la plaque. Et je voulais qu'ils apprennent un minimum, mais en fait, j'avais pas les bons outils, j'avais rien fait qui était adapté à eux. Et c'est comme ça qu'est né le projet, en fait. Du coup, je me suis dit, il y a un problème. Si je le ressens, d'autres parents le ressentent. Et c'est aussi comme ça, avec juste une idée, que je suis rentrée chez les incubateurs. Et donc, le projet... Donc, le projet, vous avez créé une entreprise voilà. Et qui propose quoi? Alors, j'ai pas créé... Ça, c'est une autre chose que j'ai découvert en venant au salon. J'ai intégré une coopérative qui s'appelle Escale Création, que j'ai intégrée en février. L'idée étant que moi, j'ai une idée qui me tient au plus profond de moi, qui m'anime tous les jours. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement des carnets. Il n'y a rien de plus simple. Mais l'objectif, c'est justement de transformer les visites culturelles qu'on peut faire en famille en moments de complicité, de partage, et via la personnalisation du carnet, en faire des souvenirs uniques.
Et l'idée, c'est d'avoir un outil simple et à la portée de qui? Des enfants. Parce que ce qu'on a, nous, c'est notre guide d'adulte qu'on lit aux enfants, et c'est juste super pénible pour eux, pour pas dire autre chose. Et c'est quoi l'intérêt d'être dans cette coopérative? Alors l'intérêt pour moi, c'est que justement, moi j'ai commencé ma reconversion, on va dire, en 2018. Je suis en plein questionnement et que je veux me donner toutes les chances de le faire étape par étape, d'être accompagnée au maximum. Et en fait, la coopérative me permet de me structurer, permet de m'apporter des connaissances que je n'ai pas en tant qu'entrepreneur sur justement toute la comptabilité, la gestion d'une entreprise. J'ai tellement de choses à apprendre, c'est que du marketing, j'ai toute la gestion de projet, j'ai toute la partie connaissance du consommateur, j'ai un petit peu de numérique, mais j'ai pas toute la partie back-office. Donc en fait, vous êtes encore en formation. Cet accompagnement, c'est une sorte de formation permanente sur comment on crée l'entreprise, parce que ça, c'est votre projet. C'est ça. Ok. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle disait, pour moi, la reconversion, c'est un parcours sur la durée. Et il y en a qui vont vite, parce qu'il y en a qui le savent très vite, et ça va. Moi, je sais que ça va prendre du temps, et j'ai besoin d'y aller étape par étape. Merci, Je vous en prie. Flore Lalo. C'est quoi le nom de votre marque? C'est Dimelo, avec 2 M, et ça vient bizarrement de l'italien, et ça veut dire « racontez-moi ». Donc Dimelo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir. Et là, j'ai une question mystère. Est-ce que Linda Bouchelda est dans la salle? Ah, elle n'est pas arrivée. C'était notre deuxième témoignage, mais on a eu une incompréhension de l'horaire, donc elle est en chemin, et bon, si elle arrive, je la ferai témoigner. Pendant ce temps-là, c'est pas grave, j'ai encore plein de questions, et puis vous, j'espère que vous en avez aussi. Déjà, j'ai une question d'actualité. On va pas faire semblant qu'il se passe rien en ce moment, que la vie est normale et que voilà. On vit une crise qui a débuté comme étant sanitaire, puis qui est devenue économique et qui devient aussi psychologique. Qu'est-ce que ça vous a révélé, appris, ou qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de notre système? Notre société, les personnes que vous accompagnez, vos partenaires. Qu'est-ce que vous avez envie de partager justement sur cette crise, votre point de vue, le point de vue que vous avez sur cette crise, cette situation? Julie. Tu me prends un peu de cours, merci. Marion, peut-être. Non, mais ça va, ça je va peux répondre, t'inquiète. Du coup, non, le point de vue sur cette crise, à l'échelle de l'association, plutôt, je vais répondre sur ce point-là. Nous, on accompagne des personnes. Donc, l'intérêt aussi de l'accompagnement, c'est qu'il y a des échanges qui sont permis aussi en présentiel plus facilement. Et pourtant, je parle beaucoup des métiers du numérique, mais je reste quand même intimement persuadée de l'intérêt du présentiel, parce que nous, on a passé toutes nos formations en distance. Alors, ça a pu être maintenu, mais on voyait bien quand même qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être dites, ou des choses... Enfin, il y a quand même un écran, il y a quand même quelque chose entre les gens. Et donc, cette crise-là, nous a obligés à repenser nos manières d'accompagner les personnes, de repenser les formats. Donc, à titre personnel, j'ai trouvé ça assez enrichissant au niveau du travail, puisqu'on s'est re-questionné sur nos outils, on a pris le temps de repenser les choses de manière, vraiment sur le fond. Moi, j'ai jamais autant fait de réunions d'équipe pendant le confinement qu'habituellement, parce qu'en fait, on n'était pas en présentiel tout ensemble, mais en fait, on s'est jamais autant parlé que quand on était à distance. Donc, à ce niveau-là, ça a été hyper chouette à titre personnel. Par contre, au niveau de l'accompagnement, on est encore en train de travailler justement sur l'amélioration. Je pense notamment au dispositif DigiJob. En fait, on a complètement décalé les sessions pour essayer de les faire au maximum en présentiel, parce que quand un professionnel témoigne en présentiel, il y a moins cette barrière un échange en visio, où on n'est pas forcément à l'aise aussi dans son environnement personnel, avec peut-être des enfants qui jouent, des cris. Enfin, c'est assez compliqué pour ça. Et donc, c'est vrai que cette période est assez particulière, et nous, on voit aussi du coup des nouvelles formes de précarité arriver dans l'accompagnement qu'on peut avoir. Donc, on tâtonne. Le plus difficile aussi, peut-être plutôt à niveau personnel, c'est la projection sur le long terme. Savoir comment tout ça va évoluer. Mais en tout cas, on a des outils de plus en plus quand même qui nous permettent de nous adapter. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux pour continuer de maintenir les initiatives, les actions, et qu'on ne soit pas en suspens, parce que c'est
C'est là le plus difficile en fait, c'est de savoir continuer de vivre et continuer de maintenir des choses et des projets malgré les incertitudes sur l'avenir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Merci Julie. Sur l'incertitude, en fait, il y a une intervention qui a été faite par notre partenaire Ensemble un Job, qui a fait un workshop sur l'incertitude, justement comment gérer sa recherche d'emploi ou son projet dans cette situation d'incertitude, comment gérer l'incertitude, et ça a eu lieu en workshop live, donc en mode à distance, mais c'était mardi matin, et vous retrouverez ça aussi sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Donc suivez nos réseaux pour pouvoir voir tout ça. Marion. Ouais, moi j'ai 3 choses à vous dire là-dessus. C'est que dans le cadre des parcours, j'accompagne des personnes, j'anime des ateliers. Les tout premiers ateliers de parcours sont sur comment j'ai vécu, quelle est ma courbe de vie professionnelle. Voilà, je vous en parlais un peu tout à l'heure, et là depuis juin, je vois des gens arriver en atelier avec des courbes de vie professionnelle qui chutent drastiquement au moment du confinement. Ça a eu un réel impact sur la manière dont les gens appréhendaient leur travail, le sens qu'ils pouvaient y trouver. Alors, il y a des personnes pour qui le fait de ne plus être en contact avec les collègues, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui se sont retrouvés en chômage partiel, certains de leurs collègues non. Et du coup, pourquoi moi je suis en chômage partiel? Au final, est-ce que mon boulot il a tant d'utilité que ça? On se pose vraiment la question du sens et de l'utilité, en fait, après cette période-là. La preuve en est que d'habitude, chez Connaissance, on fait un parcours par mois. Là, en septembre, on en a démarré 3. Ça veut dire qu'on a une demande très très forte de gens qui se posent la question, qui anticipent aussi peut-être une perte d'emploi, qui anticipent en tout cas une mutation dans leur job qui fait que c'est le moment pour eux de changer. L'autre chose que je veux dire, c'est que oui, il va y avoir une crise économique et que potentiellement les opportunités seront moins là. Après, moi, je reste très optimiste parce que je vois les personnes qui viennent et qui se posent des questions et qui ont envie de changer. Donc je me dis que si ces gens changent, ça veut dire elles vont libérer leur poste à un moment et qu'il y aura une opportunité pour d'autres personnes. Il va y avoir un turnover, il va y avoir des opportunités pour vous. Et je pense que c'est justement le bon moment pour vous de faire ce travail de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes forces, quelles sont potentiellement mes faiblesses et comment je peux faire avec, pour que le jour où la place se libère et où vous arrivez en entretien, vous êtes droite dans vos bottes, vous êtes nickel chrome. Moi, je vois des gens qui arrivent perdus en février et qui en juin ont trouvé un nouveau boulot et qui me disent « c'est le parcours connaissance qui m'a aidé à structurer ce que j'ai raconté et c'est comme ça que j'ai eu le job ». Donc je pense que c'est le moment pour vous de vous préparer. Et quand la place sera faite, elle sera pour vous, en fait. Parce que l'avantage concurrentiel que vous aurez, c'est que vous serez hyper clair sur ce que vous voulez faire. Et la troisième chose, c'est que comme vous, on s'est adapté et que les parcours qu'on adore faire en présentiel, on les fait à distance aussi. Donc si à un moment, c'est un obstacle pour vous de venir à Lyon, parce que nous, on est à Lyon, ou de venir dans une salle avec d'autres personnes, et ça peut le redevenir prochainement encore plus, tous ces parcours, ils sont adaptables à distance. On les a faits, on les a éprouvés, ils fonctionnent très bien aussi, donc c'est possible. Merci à toutes les deux. Moi, j'ai aussi envie de partager mon point de vue, qui est que, effectivement, cette situation est un peu perturbante et que dans le déséquilibre, il y a aussi des nouvelles perspectives qui s'ouvrent et que c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Ça peut être le turnover dans les entreprises, même s'il y a un début où ça va se vider un peu, puis après ça va se remplir, et puis ça peut être un moment de changement. Et que cette période de crise c'est une période de changement en fait, l'étymologie du mot, et que du coup je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez optimiser ce temps pour vous-même. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? C'est le moment, je vous invite à dire votre question, je la répéterai pour la captation audiovisuelle. Qui a une question? Je sais, souvent on se dit, oh là là, je ne vais pas oser poser ma question aussi, justement c'est le bon moment. En toute... Oui. Je n'entends pas, je suis désolée, je vais fermer la porte. Moi. Pardon. Est-ce que vous voyez une prise de conscience justement sur les métiers et l'envie d'être bien aligné dans ses bottes arriver plus tôt que nos générations à nous? Ça arrive plutôt à 40, 45, on fait non, là j'en peux plus, on craque, et que les jeunes sont un peu plus exigeants. Qui veut répondre à cette question? Merci. Faudrait que je me replonge. Rapidement, parce qu'il faut faudrait que je me replonge dans les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que la moyenne d'âge des gens qui viennent faire un parcours chez nous, c'est 42 ans.
Donc c'est pile poil dans ce que vous dites. On voit des jeunes arriver. Je n'ai pas les chiffres là pour vous dire s'il y en a plus qu'avant ou pas, mais une population qui est quand même assez jeune. Enfin, je considère que 42 ans, c'est encore jeune et qu'il y a encore beaucoup d'années de travail à faire en tout cas. Mais... Ce que je peux partager, ce que je peux partager, moi, c'est que ici au salon, ça fait 8 ans qu'il existe à Bordeaux. C'est la 4e année qu'il a lieu à Lyon, et que on voit que la proportion des femmes de plutôt la trentaine augmente petit à petit. On verra cette année puisqu'on va avoir les chiffres de votre participation, et donc on va savoir à peu près. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura encore un changement parce que c'est un temps long en fait. Ça change dans le longtemps. Moi, je voulais juste partager une chose, c'est sur les interventions qu'on fait dans les collèges et dans les lycées. Donc, on rencontre à peu près 3000 jeunes par an en termes de sensibilisation sur les métiers. Et la vraie difficulté que nous font remonter les bénévoles qui interviennent et qui font découvrir les métiers scientifiques, les métiers techniques, les métiers du numérique, c'est le retour des jeunes qui sont en quête de plus en plus de sens dans le métier, et des métiers très techniques, ingénierie, qui peuvent paraître très déconnectés. Nous, on essaye du coup au maximum de les ramener au sens, de les ramener à des choses très concrètes. Et on s'aperçoit dans le retour des jeunes, dans les questionnaires qu'on peut faire à la fin de nos interventions, que justement, plus on est concret, plus on est dans le témoignage d'une réalité, de quel est l'intérêt de ce que je fais. Je pense aussi aux générations là qu'on peut rencontrer, nous, au niveau du lycée, qui ont une conscience de plus en plus écologique aussi, sur l'impact de ce qu'on fait au quotidien. Ça, on se rend compte que c'est des nouvelles quand même considérations qu'il n'y avait peut-être pas dans les autres générations. Dans les personnes qu'on accompagne aussi, on a de plus en plus de jeunes qui, à 25 ans, se posent parfois même la question de déjà se réorienter après des parcours assez royaux de 5 ans d'études. C'était le cas de Linda Boucheba qui n'a pas pu venir partager son parcours, mais qui a 28 ans aujourd'hui et qui est déjà dans une reconversion professionnelle. Donc oui, il y a des jeunes qui s'interrogent peut-être plus tôt que nous, on l'a fait dans notre parcours. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non. Merci à toutes. Merci à toutes les deux pour votre participation et vos témoignages très riches. Merci à toutes. Je vous souhaite une belle continuation pour cette journée. Sachez que tout de suite après, il y a une intervention de l'association 60 000 rebonds qui va aborder la question du rebond après un échec, après une création d'entreprise. Ça, c'est l'objet de l'association 60 000 rebonds, qui est un de nos partenaires qui est en bas. Mais là, Thibaut Mullier va aborder la question de l'échec pour rebondir. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un échec et comment on en fait une force pour pouvoir continuer à avancer. Et sachez qu'il y a des workshops qui vont avoir lieu toute la journée. Vous pouvez bien sûr télécharger le programme sur votre téléphone pour pouvoir le consulter tout au long de la journée. Le salon dure jusqu'à 17h et nos partenaires sont là. Il y a des nouveaux partenaires qui sont là aujourd'hui pour celles qui étaient déjà là hier, et puis sinon celles qui sont arrivées ce matin. Je vous souhaite une belle journée, de bien en profiter. Merci et bonne journée.